Bismillahirrahmanirrahim. Après la physiologie, maintenant on va engendrer la physiopathologie de l'ictère. Donc, les causes de ce dernier, soit premièrement, donc c'est un déséquilibre temporaire entre production et élimination. Donc, soit c'est un excès de production, comme nous avons vu dans la partie précédente, ou bien des facteurs qui vont majorer cette bilirubine, mais ils ne sont pas liés à l'albumine, ou bien les problèmes de la glucuroconjugaison, c'est le terrain de la prématurité, ou le cycle entéro-hépatique. Donc, vous êtes en train de noter la similitude entre cette plaque et les particularités du métabolisme de la bilirubine. C'est pour cela qu'on passe toujours de tout ce qui est physiologique vers la pathologie. Donc, premièrement, comme cause d'un excès de production, quelles sont les étiologies qui vont donner un excès de la bilirubine? Premièrement, c'est une résorption, par exemple, d'un hématome. Voilà un hématome, voilà une bosse sérosanguine due à un accouchement traumatique. Donc, un nouveau-né qui a un traumatisme néonatal risquera d'avoir un ictère à bilirubine libre dû à cette résorption de ce dernier. La polyglobulie qui est physiologique chez le nouveau-né, mais elle est comme on a vu, c'est un facteur de risque d'excès de bilirubine. Ou bien, si c'est le cas de l'hémolyse, donc si vous allez rechercher dans votre interrogatoire à une femme qui a un rhésus négatif avec un nouveau-né qui a un rhésus positif, vous êtes en train ou bien vous êtes devant à une iso-immunisation rhésus et c'est un hémolysé sévère qui va se manifester au premier jour. Et on répète, il ne s'agit pas d'un ictère à bilirubine libre précoce bénin. Tout ictère dans les premières 24 heures est pathologique, soit de l'hémolyse, soit les infections néonatales bactériennes précoces, notre cours précédent. Deuxièmement, les facteurs majorant la bilirubine, mais ils ne sont pas liés à l'albumine. Donc, ça c'est de l'hémolyse. Deuxièmement, l'albumine, donc une hypoalbuminémie, ou bien d'autres médicaments qui sont liés à cette dernière. Donc, on peut citer là le gentamicine, le novobiocine, gentamicine, novobiocine, le chloramphénicol. C'est pour cela que ces antibiothérapies, comme vous avez vu dans votre bactériologie, ils sont contre-indiqués. Soit chez la femme enceinte, soit chez le nouveau-né. C'est le risque d'avoir un ictère nucléaire dû à la liaison de cette dernière, de ces médicaments à l'albumine. Donc la liste se continue. Voilà le lazilis qu'on a vu en cardiologie. Suite à ça, la digoxine. Il s'agit d'un cours sur tous ces médicaments. Et un autre médicament que nous allons voir au cours du module de psychiatrie qui est le diazépam, les benzodiazépines. D'autres causes, c'est l'hypothermie ou bien l'hypoglycémie. On répète, c'est le cours de l'adaptation à la vie extra-utérine. C'est pour cela qu'il faut bien coucher ou bien couvrir le nouveau-né, surtout le prématuré. Donc, c'est une bonne adaptation à la vie extra-utérine et il va prévenir la survenue de cet ictère à bilirubine libre. D'autres causes plus graves. Donc voilà, hypoglycémie née d'une mère qui est diabétique. On va voir ça dans la gynécologie. L'acidose, la déshydratation, tout trouble hydroélectrolytique. D'autres causes, problème de glucuroconjugaison. On répète, si on vous pose la question, quelle est la cause la plus fréquente ou bien la cause principale d'un ictère à bilirubine libre chez un nouveau-né prématuré, c'est l'immaturité hépatique. Donc voilà à gauche dans l'illustration, le terrain de prématurité, certains médicaments, d'autres maladies qu'on va détailler. Donc soit la maladie de Crigler-Najjar, avec ses deux variétés, maladie de Gilbert et dernièrement, donc là voilà, maladie de Crigler-Najjar, coloration noirâtre, plutôt coloration jaunâtre des téguments. C'est une maladie à transmission autosomique récessive. Elle a deux variétés, la variété complète et la variété totale et la variété partielle, peut être mortelle. Et d'autres causes, maladie de Gilbert, qui restera plus ou moins bénigne. Tout ça, on va le détailler dans les causes de l'hémolyse ou bien non hémolytique, voire dernièrement, en dehors de toutes. Donc voilà, ça c'est un terrain, ou bien c'est l'aspect d'un nouveau-né qui est en train de souffrir fort probablement de la maladie de Gilbert. Donc c'est un ictère surtout conjonctival. C'est pour cela, basez-vous dans votre examen à la recherche de ce dernier au niveau du conjonctif. Il peut être caché au niveau de ce dernier. Et si c'est le cas, ou bien si ce n'est pas le cas d'une
hémolyse, il ne vous restera que seulement le terrain d'infection, les hépatites. Donc l'hépatite virale, elle peut être cause d'un ictère à bilirubine libre. Dernièrement, la cause, le cycle entéro-hépatique. On répète la phrase qu'on avait dit au début de ce cours. Pensez-vous, s'il s'agit d'un ictère à bilirubine conjugué dans ce dernier cas, vous pouvez être devant une urgence vitale qu'on va voir dans le cours des urgences, qui est l'atrésie des voies biliaires ou bien l'occlusion des voies biliaires, qui est une urgence chirurgicale néonatale. Maintenant, on passe à la clinique. Comment allez-vous diagnostiquer ou bien poser le diagnostic positif de cet ictère? Donc, premièrement, l'aspect clinique. Suspecté chez le nouveau-né examiné, on a un TD ou une conduite à tenir sur l'examen du nouveau-né. Donc, vous allez examiner votre nouveau-né sur la lumière du jour. L'ictère, il est visible lorsque le taux de bilirubine il est supérieur à 70 micromoles, soit entre 50 et 60 mg par litre. Il s'agit d'un subictère. C'est pour cela c'est l'intérêt, on répète, de rechercher de ce dernier au niveau conjonctival. Donc, subictère sclérotique jaune, ou bien un ictère net visible qui se situe au niveau du visage, tronc, voire un ictère généralisé lorsqu'il s'agit d'un hémolyse sévère. Donc, c'est facile de dire, ou bien de poser le diagnostic à l'œil nu. Parfois, le diagnostic il est plus difficile dans la peau lorsqu'elle est foncée. C'est pour cela l'intérêt, là c'est écrit dans votre support, l'intérêt de l'examen des conjonctives, les anémies sévères associées. Donc, cette coloration ou bien cet aspect pâle peut cacher cette coloration jaunâtre. L'ictère, il débute le plus souvent au niveau de la face, suit progressivement de façon qui est, notez-vous bien ce terme-là, crânio-caudale. Donc, vous allez rechercher de façon crânio-caudale, donc apparaître de l'extrémité céphalique jusqu'au membre inférieur. Là, l'intérêt d'un appareil que vous devez acquérir ou bien que vous devez obtenir, donc c'est le bilirubinomètre transcutané. On va voir l'intérêt de cet appareil. Donc là, le voilà. Donc c'est un appareil d'évaluation qui est indirect. Donc évaluation indirecte de la bilirubine transcutanée. Le principe de ce dernier, vous pouvez noter, c'est le spectrophotométrie. Qu'est-ce que ça veut dire cette spectrophotométrie? Donc cet appareil, il va émettre de la lumière. Cette lumière, elle va analyser la lumière qui réfléchit dans les longueurs d'onde d'absorption de la bilirubine. Donc, où vous allez pratiquer ce dernier. Donc, la localisation la plus utilisée, c'est au niveau sternal. Là, voilà, un examinateur qui est en train de faire ou bien d'introduire cet aspect de spectrophotométrie au niveau sternal. Donc, pour mesurer l'aspect, bien la longueur d'onde d'absorption de cette bilirubine. Donc, les mesures de points. Donc, il ne peut pas remplacer le dosage sanguin. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, le dosage sanguin de cette bilirubine, c'est l'examen de certitude. Donc, cet examen de bilirubinomètre transcutané restera, notez-vous bien, un examen de dépistage et de surveillance. Maintenant, pourquoi l'intérêt de ce dernier? C'est une méthode non invasive. On utilisera ce bilirubinomètre pour éviter de piquer à chaque fois notre nouveau-né pour le dépistage, pour la surveillance. Mais si on vous pose la question, c'est le dosage de la bilirubine dans ces deux variétés, bilirubine totale et bilirubine conjuguée, et calculez-vous votre bilirubine libre. C'est ça quand vous allez poser votre diagnostic de certitude. Donc, bilirubinomètre transcutané restera un outil de dépistage, de surveillance, méthode non invasive, mais il ne peut pas remplacer le dosage sanguin. Donc, les deux localisations, la voilà à gauche dans l'illustration, au niveau sternal, ou bien au niveau frontal. C'est aussi un appareil que vous devez acquérir pour surveiller votre nouveau-né. Les règles d'utilisation. Vous allez effectuer une moyenne 4 mesures, 2 sur le front et 2 sur le sternum. Un temps de latence après la photothérapie, l'exsanguinotransfusion en cas d'hémolyse massive. Attention à la surestimation chez les nouveau-nés de moins de 36 semaines. La valeur de bilirubine est inscrite sur une courbe et permet d'évaluer le risque de développer une hyperbilirubinémie sévère. Donc, ce qui est résumé, ce qui est à retenir de cette plaque, c'est un outil de diagnostic, de dépistage plutôt,
de surveillance, mais il ne nous permet pas de poser le diagnostic de certitude. Donc, l'examen, c'est de la biologie. Donc, maintenant, vous allez doser votre bilirubine. Donc, le dosage sérique est égal à la méthode de référence. Donc, le voilà, un nouveau-né en train d'avoir une transfusion. Ça, c'est l'exsanguinotransfusion. On va voir ça dans le traitement. Ça, c'est le terrain de prématurité. Donc, ce bilirubinomètre transcutané, il a ses limites au niveau de la prématurité, peut donner des excès de faux. Et voilà, c'est le dosage sanguin de la bilirubine qui vous permet de doser cette dernière. Donc, vous allez doser votre bilirubine directe, votre bilirubine totale, vous allez faire la soustraction, vous allez trouver leur taux de bilirubine indirect. Donc, deux lignes, estimation de cet ictère par le bilirubinomètre transcutané, mesure de certitude, mesure de référence par un dosage sérique. On passe maintenant à un autre titre qui est le diagnostic de gravité. Donc vous devez rechercher, savoir qu'il s'agit d'une gravité. Donc premièrement, un contexte infectieux sévère, un hémolyse intense, surtout isoimmunisation rhésus, trouble neurologique, c'est l'ictère nucléaire qu'on va voir dans juste quelques plaques, le terrain de prématurité, on répète, l'immaturité hépatique. Donc ça c'est pour la clinique. Vous êtes censé de garder cette plaque-là. Je vous invite à prendre note. Ou bien pour la biologie. Si vous avez un taux de bilirubine, donc ces questions sont souvent posées. Si vous avez un taux de bilirubine supérieur à 200 mg par litre, premièrement. Ou bien une augmentation de taux de bilirubine libre supérieur à 10 mg par litre par heure. Lorsqu'il s'agit d'une anémie, stigmate d'hémolyse sévère, troubles métaboliques, acidose, hypoglycémie. Donc ça, ce sont les critères de gravité, soit cliniques, soit biologiques. Une autre plaque à noter, c'est les facteurs de risque de développer une bilirubinémie sévère. C'est premièrement un ictère précoce. Donc ça, cette plaque-là, elle va résumer tout ce qu'on avait dit. Un ictère précoce, surtout les premières 24 heures. On répète pour la troisième fois, il ne s'agit pas d'un ictère bénin précoce. Deuxièmement, les antécédents familiales de maladies hémolytiques. On va revoir cette notion-là dans l'anémie hémolytique du nouveau-né, sphérocytose ou bien bêta-thalassémie. Ce sont des critères que vous allez rechercher dans votre interrogatoire. La cause majeure qu'on craindra le maximum, l'incompatibilité fœto-maternelle et érythrocytaire, surtout dans l'isogroupe rhésus. Les antécédents de photothérapie dans la fratrie. Vous êtes en train de rechercher la maladie de Crigler-Najjar ou de Gilbert. Donc, de deux variétés à transmission soit dominante et récessive. On va les détailler. Un hématome important, surtout traumatique. Un allaitement maternel exclusif insuffisant. Donc, tout ça, ce sont des facteurs de risque. Pourquoi cet allaitement-là? Donc, il va donner une hypoalbuminémie. Et cette hypoalbuminémie, elle va donner un excès de la bilirubine qui sera libre, qui peut franchir la barrière hémato-encéphalique et qui peut donner quoi? L'ictère nucléaire. C'est ce qu'on avait dit au début du secours. Donc, si on vous pose la question, donnez-vous la définition d'un ictère nucléaire, donc c'est la pathologie c'est la complication plutôt qu'on craindra le maximum. C'est un état pathologique. Il est causé par une hyperbilirubinémie sévère qui a franchi la barrière hémato-encéphalique. Elle a donné la coloration jaunâtre foncée des neurones. Donc ça, c'est pour le plan à l'œil nu, bien le plan anatomique. Pour le plan histologique, il s'agit là d'une nécrose, dont il vous vient ce terme-là, nécrose neuronale des noyaux gris centraux et des noyaux du tronc cérébral. Et c'est la complication majeure d'un ictère, bien hyperbilirubinémie néonatale. Donc voilà quelques aspects sur l'IRM. Donc là, vous êtes en train de noter la coloration jaunâtre. On répète, sur le plan anatomopathologique, c'est une coloration jaunâtre des noyaux gris centraux et du tronc cérébral. Sur le plan histologique, c'est plus grave, c'est une nécrose neuronale. Et on répète, lorsque cette bilirubine, elle va franchir la barrière hémato-encéphalique, il n'existe pas aucun médicament qui peut réverser ces lésions malheureusement. La nécrose là, elle est définitive.
Là, d'autres images en l'IRM, coloration jaunâtre des noyaux gris centraux. Si vous avez cet aspect là, malheureusement chez un nouveau-né, ça c'est le terrain des séquelles qui vont être s'installer. Donc, d'autres, ou bien cet ictère nucléaire, il est dû à quelle pathologie? Il est dû à l'encéphalopathie hyperbilirubinémique aiguë. Donc, la séquelle, c'est l'ictère nucléaire. La maladie ou bien la cause de ce dernier, c'est l'encéphalopathie. C'est un syndrome, cette encéphalopathie, c'est un syndrome clinique léthargique. Donc, si on vous pose la question, quels sont les éléments de l'encéphalopathie, ou bien quels sont les signes que vous allez retrouver lors de l'encéphalopathie bilirubinémique, vous allez cocher premièrement la léthargie, vous allez cocher l'hypotonie, donc tout ça sont des signes de gravité, une mauvaise succion, donc un nouveau-né qui est en train de développer ces éléments peut être victime d'une encéphalopathie hyperbilirubinémique, donc qui peut se détérioriser vers une hypertonie lorsque vous avez cet aspect-là que vous avez vu dans votre cours d'infectiologie concernant le tétanos. Donc ça, on dit c'est un aspect, ou bien c'est l'attitude, notez-vous bien le terme opisthothonos. Donc si un nouveau-né il a une opisthothonos, c'est une hypertonie, ou bien un torticolis. Ce nouveau-né, malheureusement, il a une hyperbilirubinémie, ou bien une encéphalopathie hyperbilirubinémique aiguë. En association de ce syndrome de léthargie, une pleure aiguë, fièvre, voire convulsion et coma. Donc, et les lésions là, ils sont définitives. Les complications ou bien les séquelles cliniques de cette pathologie sont donc une infirmité motrice cérébrale athétosique avec ou sans convulsion. Ce nouveau-né pourrait être le siège d'un retard de développement, une perte auditive. Donc voilà, ça c'est l'isoimmunisation. Ça c'est les antécédents de phytothérapie dans la fratrie. Ça c'est un hématome, c'est parmi les facteurs de risque. Ça c'est les séquelles. Donc une perte auditive, atteinte oculomotrice, dysplasie de l'émail dentaire, retard intellectuel. Et c'est pour éviter ces séquelles, on avait basé dans cette partie-là sur l'utilisation du bilirubinomètre, confirmation de ce diagnostic par le bilan sanguin, savoir les critères, donc c'est ce qui est à retenir depuis cette partie, les facteurs de risque de développement d'une hyperbilirubinémie sévère, le diagnostic ou bien les signes de gravité, et savoir lorsque votre nouveau-né il est en train, bien il vient de développer d'une encéphalopathie bilirubinémique, surtout cette plaque-là, elle est à retenir par cœur. Le syndrome léthargique, mauvaise succion, pleurs et fièvre, convulsions et coma, signes neurologiques, opisthothonos ou bien rétrocolis, tout ça sont des signes en faveur de l'encéphalopathie bilirubinémique qui va vous donner la séquelle qui est l'ictère nucléaire. On répète, c'est une nécrose neuronale sur le plan histologique et c'est une coloration jaunâtre sur le plan anatomique. Et dernièrement, les séquelles, malheureusement là, lorsqu'ils s'installent, il ne s'agit pas d'un médicament. Aucun traitement peut réverser ces dernières séquelles. Donc on va arrêter notre démarche là. On va voir prochainement le diagnostic étiologique de cette dernière, les deux variétés de cet ictère, soit hémolytique, soit non hémolytique. Merci pour votre attention, bon courage et à la prochaine de ce cours.